Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Parfois, il faut voir le confinement comme une opportunité. Oui. Une opportunité d'aller regarder du côté de chez ses voisins. Sans pour autant que cela ne devienne « j'irai dormir chez vous », bien que ce soit tendance aussi en ce moment avec le couvre-feu. Et de découvrir qu'en fait, il y a 1000 vies au-delà de son pas de porte. C'est bel et bien le cas de Cecilia. Née en Allemagne de l'Est d'un père colombien et d'une mère allemande, Cecilia a grandi au Venezuela. Avouez, on dirait un peu le début d'un documentaire historique. À 23 ans, elle quitte l'Amérique du Sud pour l'Europe et doit refaire des études car son diplôme n'est pas reconnu. Comme elle le dit très bien, elle a fait 2 fois médecine. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a en plus passé une spécialisation en neurologie. Elle a vécu successivement en Allemagne, en France, en République tchèque, pour enfin revenir en France. C'est une vraie chance pour moi de discuter avec quelqu'un qui, de par sa culture et de par ses voyages, a découvert tant de cultures différentes, qui a pris le temps de les observer et de les analyser. Cela m'a fait beaucoup réfléchir et voir certaines choses avec un autre prisme. Je trouve extrêmement intéressante sa vision d'une personne qui aime autant la France, mais ne se considère pas comme française pour autant, mais bel et bien sud-américaine. Son attache à son continent de naissance surpasse chaque pays où elle a vécu, même si elle semble avoir adoré chacun. Je trouve que cela questionne bien la notion de nationalité, d'appartenance à un peuple, sujet qui, encore aujourd'hui, divise. Son humanité, sa franchise, sa douceur et son bon sens sont juste parfaits pour commencer 2021. Alors, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Cecilia. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de demain avec Cecilia. Alors Cecilia, je te remercie vraiment beaucoup du temps que tu vas m'accorder et je suis ravie qu'on puisse avoir cette discussion. Sans plus attendre, pour commencer, je vais te poser cette question très très simple, puisqu'on parle de passé, présent, futur, vraiment réfléchir à tout ça pour pouvoir justement paver un meilleur demain. Et toi justement, c'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, c'est la réflexion. J'ai réfléchi. Tu réfléchis sur quoi ? J'ai réfléchi sur la vie, j'ai réfléchi sur les gens, j'ai réfléchi sur les futurs demain. Tu réfléchissais pas avant ? Non, je trouve que pendant mes 20 ans, les premières 20 ans, donc des 20 à 30, j'ai fait des études. Des 30 à 40, je me suis mariée, j'ai élevé un petit peu mes enfants, j'ai construit une maison. Des 40 à 50, j'ai un petit peu consolidé tout ce que j'avais fait. J'ai fait des études un peu plus poussées. J'ai retapé des maisons, j'ai aidé les gens, etc. Et à 50, je me suis dit, mais tiens, j'ai déjà passé plus que la moitié de ma vie. Et bientôt, ça va être la retraite. Donc là, j'ai ralenti et maintenant, j'ai réfléchi. Je ne construis plus rien et j'ai réfléchi. J'enlève des choses que je ne veux pas faire. Je coupe des amitiés qui ne me font pas de bien. Et j'essaye de lire les classiques. Donc, je commence à... Parce que par mes études, je n'ai pas beaucoup lu les classiques comme vous le faites en France. Donc, maintenant, je veux lire tous les classiques et réfléchir à la vie. Waouh. Et alors, j'ai une question. Est-ce que cette réflexion, elle a commencé parce que tu venais d'avoir 50 ans ou est-ce que c'est cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre qui l'a accélérée ? Non, c'était parce que j'avais 50 ans. Parce que je me suis dit, je me rapproche plus de la mort, je dirais. Et j'ai envie de vivre consciemment. Je me suis dit, maintenant, j'ai bossé, j'ai donné, j'ai envie maintenant de vivre et réfléchir. Après, la crise sanitaire, oui, ça a fait changer quelque chose. Mais je pense que la crise sanitaire a fait réfléchir un certain nombre de personnes. Mais c'est des personnes qui déjà ont une tendance à vouloir réfléchir. Ceux qui n'ont pas tendance à réfléchir, avec la crise, ils se sont freinés. Mais à la sortie de cette crise, ils vont revenir comme ils étaient avant. Donc je pense que ça a donné un coup de pouce à ceux qui avaient déjà envie de réfléchir avant. Les autres, ils resteront pareils. Et le monde sera le même, je pense. Oh, on va y croire. Moi, je veux mettre les pieds dans demain et dans un demain sympa.
Alors justement, tu parles de cette idée de ralentir, de réfléchir, de vivre et pas de survivre, comme dirait un poète. C'est quoi les sujets auxquels tu aimerais t'intéresser demain? Alors, je m'intéresse à l'écologie. Je trouve que c'est un thème, c'est une obligation pour notre génération de réfléchir à l'écologie, évidemment. Et non, après, de comprendre pourquoi on est là, comment on est arrivé. Je vais lire beaucoup, écouter ce que les autres ils ont déjà dit, moi j'ai fait un métier assez manuel, assez pratique. Donc non, je dirais, j'ai envie d'être une bonne personne pour laisser à mes enfants quelque chose de solide pour les futurs. Je dirais l'écologie, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas militante. J'ai envie de me mettre plus en retrait que de construire maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'écologie non militante? Comment tu la vis? Je fais attention aux déchets, je vais m'acheter une voiture électrique, je fais attention j'écoute mes enfants, puisque c'est les enfants qui m'ont poussé à ça. J'éteignais les lumières, je ne gaspille pas, c'est pour ça. J'essaye d'éviter de voyager en avion quand je peux prendre les trains, des choses comme ça. Je trouve que cette génération, votre génération, a fait la grande révolution, c'est ça, c'est de faire prendre conscience aux vieux, à notre génération, l'importance de préserver la planète pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous avez très bien réussi, je trouve. C'est un chapeau. Il y a tous ces mouvements des Greta Thunberg et tout ça. C'est pas seulement elle, ça venait déjà. Il y a une certaine conscience que vous nous avez fait prendre, c'est admirable. Donc nous, il faut qu'on suive, sinon on est des boulets, là. C'est ça, l'intergénérationnel, c'est beau. Alors justement, toi, tu as une de tes qualités, de tes nombreuses qualités, justement, c'est d'avoir vécu en Allemagne, d'avoir vécu en Colombie, au Venezuela. Le rapport à l'écologie, à ton époque, tu penses que c'est vraiment une question de génération ou c'est aussi une question de culture, de pays? C'est une question de culture des pays, je pense. Je pense qu'en Amérique du Sud, l'écologie, non. Ou au moins à l'époque où j'ai quitté l'Amérique du Sud, non, on survit en Amérique du Sud actuellement. Donc l'écologie, non, sauf les bobos qui ont des moyens. C'est une question culturelle, ça intéresse l'Europe, les plus vieux continents, l'Europe qui a toujours été un petit peu avant-gardiste dans un tas de choses, puisque c'est le vieux continent. Mais non, pour moi, c'est une question de l'endroit où on habite. L'Amérique du Sud, ça n'intéresse pas beaucoup. Comme les États-Unis, d'ailleurs. Sauf les gens à Boston, à New York. Ou en Californie. D'accord, ok. Non, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que l'Amérique du Sud, on ne sait pas trop. Moi, j'ai une image peut-être de l'Allemagne, par exemple, assez en avance sur la consigne et l'écologie. J'avoue que l'Amérique du Sud, j'ai pas grand-chose, mais ce que tu dis met en lumière, en effet, le fait que c'est encore un sujet de riche, en fait, l'écologie en Amérique du Sud. Des conforts, Moi, je peux me permettre d'échanger des voitures, donc j'ai réfléchi à m'acheter une voiture électrique, mais j'ai les moyens de m'acheter une voiture électrique. Et une autre personne ne peut même pas penser à ça. L'autre fois, on voyait un reportage d'un pays africain dans lequel il y avait une voiture qu'ils avaient réparée tellement qu'elle avait 4 millions de kilomètres. Donc, tu vois bien que quand tu prends une... Et pourtant, c'est un peu plus écologique, puisque la vieille voiture, elle est réparée jusqu'à ce qu'elle puisse rouler 4 millions. Nous, on est un petit peu écolo, mais pas très bon, puisqu'on fait des déchets, des grosses voitures, des grosses choses qu'on jette et qu'on leur file aux Africains. Donc, mais non, ça pour dire que pour moi, c'est une question des cultures et des continents, plus que des... Le jour où notre voiture ira à 4 millions de kilomètres, les copains, c'est qu'on aura bien bricolé quand même, et qu'on aura complètement changé nos mentalités. Ouais. Et alors justement, on parle d'écologie, d'habitudes pas toujours très, très bonnes. C'est quoi, toi, ta mauvaise habitude aujourd'hui que tu as envie de changer demain? Je voudrais être moins sédentaire, mais ça, je me le suis dit milliers de fois. Étant jeune, je veux faire du sport tous les ans, le 1er janvier, et je ne le fais jamais. Je pense que maintenant que j'ai réfléchi un petit peu plus, je me dis, et je m'accepte telle que je suis, et donc je ne mets plus la barre. Non, là, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Aucun problème. Qu'as-tu fait hier qui te rend fière aujourd'hui? Mes enfants. Tout simplement. Ouais. Et tu pensais un jour que ce serait ta fierté ou tu t'en rends compte aujourd'hui avec le recul? Non, je n'ai pas pensé que c'était ma fierté. J'ai deux enfants merveilleux. C'est ma fierté. C'est super mignon, merci beaucoup. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, mais toi, tu as déjà commencé ce processus.
Est-ce que tu te poses plus de questions concernant le sens de ta vie, par exemple personnelle? Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs sens. Je pense que je pense aujourd'hui qu'on doit avoir plusieurs vies dans une vie. Et on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et il ne faut pas se dire l'essence de ma vie, c'est à moi qu'on va transgresser et on va devenir président de la République. On peut se dire tout simplement, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un projet court pour maintenant et pour demain. Et c'est ça mon petit projet pour les prochaines années. Et après, ça peut changer complètement. Après, de donner plusieurs vies dans la vie, ça, je trouve ça génial. Je me dis, si un jour, j'aurai plus mes enfants à la maison et je serai complètement libre, je serai capable de partir en Inde et faire un truc en Inde, ou je serai capable de partir en Amérique du Sud. De donner plusieurs vies dans la vie. C'est ça. La vie est tellement courte. On vit 80 ans, 100 ans maxi. Mais les dernières 20, c'est plutôt, comme on dit au Venezuela, c'est un peu le pourboire, puisque là, tu vis sur ce que tu regardes derrière, mais tu ne vis pas tellement, tu ne construis plus. Donc tu prends entre tes 30 ans et tes 60 ans, tu n'as pas tellement de temps pour construire. C'est très court, c'est hyper court. Donc je me dis, l'essence de la vie, il faut avoir plein de projets. Il faut se faire des projets et chacun un peu à ce que je lui dis. Mais mon sens, là, pour l'instant, c'est réfléchir. Et après, je voudrais peut-être, je sais pas, aller vivre à la campagne et peut-être faire un cabinet en campagne. Peut-être partir aussi, je voudrais un jour partir en Inde. Ça a toujours été mon rêve des jeunes gamines. Pourquoi pas partir après en Inde, vivre dans un bled. Si un jour c'est possible, je voudrais faire plein de choses. Je voudrais apprendre l'arabe. Il y a un tas de choses que je voudrais faire, mais je me fais toujours des projets à court terme, des projets que j'arrive à réaliser parce que je suis un peu disciplinée. Donc, c'est un peu de faire des courts projets. Pourquoi l'Inde, particulièrement? Je sais pas, pour connaître une autre culture, pour connaître autre chose. Il y a tellement de choses à voir dans cette vie, il y a tellement de choses à connaître. Je voudrais voyager. Si j'ai un ami l'autre fois qui a fait un voyage au Japon, qui est resté 1 mois au Japon. C'est-à-dire que tu vas dans un pays et tu restes et tu te prends une petite chambre, hein, et tu vis avec les gens et tu connais vraiment les gens. Quand tu regardes les étoiles, tu regardes, tu te dis, je suis tellement petit en bas, on est tellement petit en bas et rester toute une vie comme un point dans une partie de la Terre, c'est trop dommage. Il faut aller, voyager, peut-être si on peut, si on a le moyen. Et rester et connaître, écouter les gens. C'est pour ça que ce que tu fais, c'est merveilleux. Je ne le dis pas parce que tu m'écoutes, mais ce que tu fais, c'est génial. Tu prends le temps d'écouter les gens, et ça t'ouvre des horizons, tu les connais vraiment. On vit tellement vite aujourd'hui, les gens, ça passe à côté. Des projets comme toi, des gens comme toi qui font des émissions, qui demandent des différents parcours. Ça, c'est formidable. C'est ça, c'est un projet de vie pour moi, tu vois. Tu as un super projet de vie maintenant. Quel sera le prochain? Un livre. Je rigole. Note pour demain, écrire un livre avec tout ce que j'ai appris. Moi, c'est génial parce qu'avec ce confinement, justement, je me suis dit, il faut que je réagisse. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est de me dire déjà, regardons autour de nous toutes les personnes qui m'entourent de près ou de loin, on va dire, et avec qui je peux discuter et surtout avec qui je peux avoir ces discussions un peu plus profonde, alors toujours avec de la bienveillance, parce que j'adore ce mot, mais tu vois, quelque chose qui permet de prendre du recul. Comme tu dis, on va tellement vite. Moi, je trouve que nos discussions se sont appauvries. Je trouve que on ose moins parler, on ose moins se confier, on ose moins dire ce qu'on pense, par peur de gêner, par peur de se disputer, par peur de plein de choses. Et en fait, moi, je pense qu'on peut parler de plein de sujets, toujours dans le respect de l'autre, et surtout, comme tu dis, dans l'écoute. Je suis étonnée, moi, du nombre de personnes qui ne terminent pas leurs phrases, tellement ça va vite, tellement elles parlent, il faut qu'elles disent plein de choses, donc vite, elles remplissent le blanc. Et les gens qui n'écoutent pas. Je suis effarée par le nombre de personnes qui te parlent, qui s'écoutent parler, et qui, quand enfin ils te laissent la parole, il ne se passe rien, il n'y a aucun échange. J'ai de la chance, jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai fait venir dans les pieds dans deux mains parlent, m'écoutent, il y a un dialogue. Au sens conversation, on est à 2 dedans, donc un grand merci parce que waouh. Mais ce que tu fais de donner la parole à quelqu'un, c'est tellement important parce qu'aujourd'hui on ne donne pas la parole à quelqu'un. L'humain, nous sommes des hommes et nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'un petit cercle.
Je trouve que l'homme n'est pas une espèce à se balader en troupeau. L'homme est une espèce à se balader à deux. On vit à deux ou au maximum à 3 ou 4 quand on a des enfants. Et on a besoin de ce contact, on a besoin d'être touché, on a besoin d'être écouté. Et ça, c'est ça le futur. Je pense que les gens, il faut qu'ils reviennent un petit peu à ça, à se parler. Avant, on allait ganguette, comme vous appelez ça en France. Les gens allaient danser, ils s'est touchés, et comment va le voisin. Aujourd'hui, les voisins, on parle peut-être à notre voisin d'en face, mais on ne parle pas aux personnes. On est des anonymes. Et ce qu'ils cherchent, ce que les gens cherchent à la campagne, avec toute cette crise sanitaire, tous ces mouvements, etc., les gens cherchent à aller à la campagne pour être pour être écoutés. Pour connaître les voisins, pour dire bonjour aux gens, pour ralentir et redevenir humain. Ça, je trouve qu'on a, avec toute l'industrialisation et toute l'Internet et toute cette rapidité, on a commencé à courir et on s'est perdu. Et c'est pour ça que les gens sont stressés, c'est pour ça que les gens sont angoissés. Les gens courent à la défense, tu les vois comme des petits souris. Mais après, je les ai comme patients, avec des burn-out, avec des gens qui ne dorment plus, qui ne savent plus qui sont stressés à mort, mais ils disent mais tout va bien, mais en fait ils sont morts de trouille, parce que personne ne leur demande qu'est-ce que tu penses de demain, comment tu te vois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses. Et l'homme, il a besoin de ça, puisqu'on reste des hommes, on est des animaux un petit peu plus compliqués, mais on est des animaux, on a besoin de ça. Ouais, ce que tu dis est central. C'est top qu'on puisse en parler, parce que c'est un sujet qui m'anime pas mal, en effet. Cette espèce d'anonymisation de chacun. Tu vois, moi, mon grand-père me racontait, il est né dans un petit village en Corrèze, quand même fief de nombreux hommes politiques connus. Et en fait, il me disait que dans la grande rue, donc à partir d'une certaine heure, tout le monde fermait les échoppes et chacun sortait ses chaises, ses tables, et en fait se parlait. Tu sais, c'était des rues, la grande rue, tu vois ce que je veux dire, dans un village de quelques âmes. Mais en fait, il y avait un contact permanent. Il y avait toujours, on savait qui était le cordonnier, on savait qui étaient les ébénistes, on savait qui était le boulanger, et vraiment, je peux imaginer ce moment où toutes les échoppes se ferment et les tables et les chaises sortent et chacun se parle, c'est sympa. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup attristé quand on était repassé dans son village, la grande rue, moi il me l'avait raconté la grande rue, donc je l'avais un peu fantasmé, il n'y avait plus rien de tout ça. Là, ce sont des centres fantômes où il n'y a personne. C'est très glauque, une ville où il n'y a pas de vie, je trouve. Et lui était très, très attristé en disant « Mais qu'est-ce qu'on a perdu ? Qu'est-ce qu'on a loupé ?» Et je sais que c'était un truc qui, lui, je pense qu'il en aurait rêvé. Je pense qu'il aurait vu des tables et des chaises dans cette grande rue. Je pense qu'il s'y serait installé pour aller discuter avec les gens. Mais même ça, le contact est moins facile, je trouve aussi. Je trouve qu'on a aussi... Et là, tu vois, moi, c'est une des choses qui me fait le plus peur avec cette crise. On fait plus la bise, on peut plus se toucher, il y a plus ces contacts parce que y a des gens qui aiment toucher, ça les rassure. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va finir d'enterrer cette forme de lien social qu'on peut avoir ? Est-ce que ça va le transformer ? Ce que j'espère de toute façon. Ou est-ce que ça va être aussi un moyen de se rendre compte qu'on est fondamentalement des animaux sociaux et donc on a besoin de ce lien et qu'on va le créer sans se faire des bisous en permanence ou en se touchant la cuisse, la main et autres ? Je me pose quand même pas mal la question. J'ai peur quand même que ça crée encore plus de distance entre les gens. Je crois pas, parce que je trouve que votre génération, elle est très très réfléchie. Je trouve que notre génération, on était dans le moulin, on était dans le travail, dans la discipline, dans la construction, de la reconstruction. Bon, nous on sommes la génération après ceux de la guerre, etc. Mais vous êtes hyper contestateur. Vous réfléchissez pas mal, même si c'est la génération du pouce qui va vite, qui lit en transversal, mais vous êtes une génération top, vous êtes une génération qui fait un tas de choses et qui réfléchit, qui veut ralentir, qui veut aller à la campagne, qui sont sortis des réseaux sociaux, qui sont rentrés, qui les ont créés, mais qui maintenant sortent des réseaux sociaux, qui n'aimaient plus leur vie privée. Donc j'ai beaucoup de confiance dans la génération d'aujourd'hui. Je trouve que ça va changer beaucoup de choses. Et une chose par rapport à ce que tu disais de la grande rue, quand j'étais en Allemagne, on avait une matière qui s'appelait un peu comme pour les maladies psychosomatiques. Et les professeurs nous disaient, les peuples d'Europe qui ont moins de maladies psychosomatiques sont les Italiens. Parce que les Italiens, tous les dimanches, ils se réunissent, ils vont chez la maman,
Il s'assoit sur les genoux de la maman et il pleure. Il dit, mon boss, mon patron, c'est un salopard, c'est un méchant, il m'a mis dehors, il m'a fait travailler trop. Et il pleure à la maman, il prend un bon verre de Chianti et après, la maman leur dit, c'est très bien mon fils, il donne un petit tapette. Il dit, maintenant tu manges ta bonne assiette de pâtes. Et cet homme, il rentrait chez lui renforcé, fort, parce qu'il avait pu parler à une personne bienveillante, qu'il a écouté sans le juger, qu'il a écouté puisque c'est sa mère. Il a mangé son assiette des pâtes et il est rentré chez lui heureux, fort. Nous, les autres, les gens des Nordiques, les Allemands, on ne parle pas, hein, on ne dit pas. Et c'est l'isolement qui rend les gens malades. Donc, revenir à la grande rue, revenir à ça, à l'humain, c'est des choses que toi tu fais maintenant. Et je suis convaincue que vous allez faire un nouveau modèle social complètement différent. J'ai plein confiance à la jeunesse. Ah, heureusement que tu es là. Moi, j'ai envie d'y croire aussi et c'est pour ça, en effet, que je fais ce podcast. Est-ce que, d'un point de vue plus professionnel, tu te poses la question du sens dans ta manière de pratiquer le soin? Oui et non. Quand j'étais pendant longtemps à l'université, quand tu es à l'université, les patients sont des numéros que tu travailles un après l'autre. Maintenant que je travaille en cabinet, les patients, c'est une famille, c'est un homme qui arrive devant toi. Donc l'essence que je donnerais maintenant à ma vie professionnelle en tant que médecin en libéral, c'est que tu t'occupes un petit peu de la maladie, mais tu t'occupes de l'humain. Et j'ai fait beaucoup plus de relationnel humain, d'écouter les gens, de les demander un tas de choses sur leur vie personnelle. J'ai fait plus un peu curé, plus un peu la maman italienne. Il y a des vrais liens qui s'établissent entre moi et les patients, qui n'est pas du tout le cas à l'université et qui m'a un peu changé ma manière d'exercer et que je trouve qu'on guérit plus comme ça que quand tu vois un patient comme un numéro, comme une maladie. Et alors justement, si tu devais donner un conseil pour les futurs médecins, les futurs neurologues, qu'est-ce que ce serait? Un conseil, il faut d'abord se poser la question si vous aimez les gens, il faut pouvoir être médecin, il faut aimer les gens, il faut avoir la discipline. Si vous n'avez pas ça, si vous n'aimez pas les gens qui sont noirs, qui sont verts, qui sont grands, qui sont petits, qui sont bons, qui sont mauvais, si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire ça. Non, mais après, ça va de soi. T'aimes les gens et donc c'est très facile. J'aime bien. C'est important de replacer l'humanité au centre du serment d'Hippocrate. J'ai l'impression que parfois on l'oublie un tout petit peu. Si on réfléchit maintenant d'un point de vue un peu plus global, tu as commencé à en parler, quels vont être selon toi les grands sujets de notre société dans 10 ans? Donc, l'écologie, est-ce qu'il y a d'autres sujets selon toi? Moi, je pense qu'il faut construire carrément un nouvel système politique. Pour moi, je trouve que évidemment c'est la fin du communisme, mais il y avait du bon dans le communisme. C'est la fin du capitalisme, mais il y a quand même du bon aussi. Donc je pense qu'il faut construire un nouvel modèle économique qui est un petit peu l'écologie évidemment, mais il faut construire aussi, pour moi je dirais, il faut qu'il y ait un peu de totalitarisme aussi, c'est un peu dictatorial. Il faut qu'il y ait un peu plus de main dure. Il faut accepter que nous sommes des animaux et que les animaux, il faut les tenir et il faut les discipliner par l'autorité. Tu penses qu'il n'y a que ça? Il n'y a que l'autorité qui peut les tenir? Je pense qu'il y a 4 ou 5 choses. Le nouvel modèle économique, pour moi, je ne suis pas du tout économiste, mais j'imagine comme ça la construction d'un nouvel modèle. Il faut accepter une certaine discipline. Parce que sinon, tu n'arrives pas. Regarde, avec la crise sanitaire, il y a les pro-confinements, les contre-confinements. Et pourquoi j'ai fait mon magasin? Et pourquoi je ne le fais pas? Il faut écouter. Il y a un président qui dit, et il faut respecter ce qu'il dit, président. Parce que si tu fais la démocratie totale et tout le monde a le droit d'ouvrir sa bouche et donner son avis, tu t'en sors plus. Donc, il faut déjà qu'il y ait un peu de main dure d'une personne que tu as élue toi-même. Donc, il faut un peu de démocratie. Il faut qu'on puisse élire notre main dure et qu'après, on respecte la main dure qui nous gouverne. Il faut aussi un peu du social parce que je trouve
l'idée de Benoît Hamon avec son revenu universel, dont tout le monde s'est moqué, moi la première, aujourd'hui je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui nous allons arriver demain à nous dire que pas toute la population est faite pour travailler. Pas tout le monde peut travailler, puisqu'il y a des gens qui sont déjà restés dans un modèle économique ancien et qui n'arriveront pas à suivre la digitalisation, etc., etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler tout le temps parce qu'ils sont plus faibles psychiquement ou physiquement. Et ces gens-là, il faut les traiter avec bienveillance et il faut les traiter les donner une place et de dire, tu n'es pas au chômage, tu as un revenu universel maintenant, puisque tu as le droit d'avoir un revenu universel. Et après, dès ton temps libre, puisque tu n'auras pas de travail, tu vas faire un peu de social, tu vas t'occuper un petit peu des associations, tu vas avoir une vie dans la société, mais qui va être une vie à ton rythme, adaptée à ton rythme, mais tu vas être utile, mais tu vas avoir un revenu. Ça, je trouve ça très important. Et après, il faut un peu de capitalisme aussi. Il faut laisser aussi la place à ceux qui veulent bosser et qui veulent faire tourner un peu le schmilblick et qui veulent produire plein d'argent. Il faut leur laisser aussi la possibilité de gagner de l'argent. Donc je pense il va falloir créer un nouveau modèle, évidemment en mettant l'humain un petit peu dans le centre de tout ça, mais un nouveau modèle, qui soit un peu socialiste, un peu capitaliste, un petit peu totalitaire quand même, puisqu'à un moment donné, il faut dire basta. Regarde la révolution du monde arabe, c'était des pays qui étaient contenus par une dictature, et maintenant que toutes ces dictatures ont disparu, tout ce monde n'était pas été préparé. Donc aujourd'hui, on a un monde qui bouillonne. Et il y a autre chose que je trouve, on oublie trop qu'on est quand même des animaux. Hein. On oublie que l'humain est un animal. Est-ce que tu as déjà vu voler un colibri à côté d'un papagaï ou un colibri à côté d'un vautour? Les colibris sont avec des colibris, les lions sont avec des lions, ils ne se mélangent pas avec les léopards. Et donc, cette idée qu'il y a eu l'homme de dire la globalisation, la mondialisation, on va tous se mélanger, on va tous s'aimer, c'est impossible. Je trouve que les Corésiens aiment bien être avec des Corésiens, les Tchèques avec des Tchèques, les Canadiens avec des Canadiens. Ça n'a rien dit. Ça ne veut pas dire qu'un lion va dire que le léopard est moins bon que lui. Il ne s'agit pas de juger. Mais les gens doivent rester un peu dans leur communauté, dans leur monde à eux. Mais il faut l'accepter. Il faut arrêter de dire que nous allons tous pouvoir. C'est impossible. L'intégration, je ne crois pas trop dans l'intégration, disons. Ouais, donc la différence entre le melting pot et on est plutôt dans le salad bowl. Tu vois ou pas ces notions? Melting pot, tout le monde justement s'entend bien, il y a une vraie intégration, une vraie immersion. Et le salad bowl, en fait, tu mets... c'est ce qu'on en parlait quand on parlait des États-Unis. Justement, toutes ces nationalités qui se retrouvaient, qui enfin allaient pouvoir travailler main dans la main, se marier, créer des choses ensemble. Et ils en sont arrivés à la conclusion que c'était un salad bowl. C'est-à-dire que tu mets plein d'ingrédients, à la fin ça te fait une salade, mais c'est pas pour autant que la tomate va aller avec l'oignon et la salade, enfin bref. Ouais. Et tout ça, en effet, ils arrivaient à cette conclusion un peu triste de se dire, en fait, ouais, le melting pot, c'est une illusion la plus totale. Après, moi, malgré tout, je vais te défier un tout petit peu là-dessus, même si je pense qu'en effet, il y a une affinité culturelle, peut-être que naturellement, moi je suis française, j'irai vers des Français, mais je trouve que ce qui est quand même assez génial avec les réseaux sociaux, avec la capacité de voyager, c'est qu'aujourd'hui j'ai des amis dans le monde entier. J'ai des personnes, typiquement toi qui es alémano-colombienne, je t'aurais jamais rencontré, je pense, il y a 50 ans. Tu te rends compte comme aujourd'hui, j'ai la capacité d'être entourée de gens extrêmement différents, de cultures différentes, et je trouve que ça fonctionne pourtant. Oui, mais ça fonctionne ça fonctionne pour un court temps, ça fonctionne dans certains types de situations, mais de mélanger des gens trop différents, c'est hyper stressant pour l'homme, ça les rend... il n'est pas sûr de lui, ça les stresse, ça les rend agressifs. C'est pour ça que pourquoi les populistes deviennent de plus en plus importants, pourquoi l'Europe va finir par être fermée et de plus en plus populiste, parce que ça stresse de voir qu'il y a une personne d'une culture complètement différente, qui a une manière de fonctionner complètement différente,
ça va, je suis content que tu sois là, mon ami, je t'ouvre la porte de ma maison, mais quand est-ce que tu pars, quoi? Il y a trop, je trouve que maintenant on va devenir, moi je pense qu'on va devenir de plus en plus populiste, et après on va se fermer, et après votre génération pourra faire peut-être après quelque chose de plus sain, en disant, on est content que vous, les Sud-Américains, pour ne pas parler des pays un peu plus conflictuels, pour ne pas me faire traiter de raciste, mais on est content que vous, les Sud-Américains, vous restez en Amérique du Sud. On veut bien avoir des liens. Vous pouvez venir, mais vous restez chez vous. Et nous, on reste chez nous. Et si on veut, pendant une courte période, aller vivre chez vous, on y va, mais on revient chez nous. Je pense qu'il faut accepter ça, parce que ça ne peut pas marcher. Ton truc de salad bowl me plaît très bien. Non, je trouve que... C'est pas de moi. Hein. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on a dit à un moment donné, oui, mais l'homme a, à mon avis, surestimé sa capacité des raisonnements, en oubliant qu'on est quand même très animal. Et on est jaloux. On aime bien défendre notre petit fief, on aime bien défendre notre maison. L'homme a besoin de rentrer chez lui pour se ressourcer avec des fenêtres et des portes fermées. L'homme ne dort pas dans un parc. Je pense aux pauvres immigrés qui dorment dans des espaces ouverts. C'est hyper stressant. C'est pas ça, l'homme. Il vit dans des petits comités. Je suis très contente, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à présent. Et je sais que parfois certaines personnes n'apprécient pas trop quand je dis le mot animal social, mais je suis contente parce que ton approche, je trouve, ouvre encore un peu les chakras, et je pense que c'est important aussi de se rappeler qui on est. Comme tu dis, on s'est peut-être un peu perdu dans cette espèce de course folle où, tu vois, j'entends beaucoup maintenant, tu sais, avec le développement personnel, être la meilleure version de soi-même. Moi, ça me pose question, la meilleure version de soi-même. Ouais. Parce qu'encore une fois, je me dis, en fait, déjà, quelle est ma version? Tu vois, avant même de parler de meilleure version, quelle version suis-je et dans quelle version je me sens le mieux? Où est-ce que je me sens à ma place? Et je suis toujours étonnée de voir à quel point on veut toujours être meilleur, mais sans savoir vraiment nous ce qu'on veut vraiment, et c'est quoi le pourquoi on fait ça, c'est quoi le sens en fait, c'est quoi la signification de ce besoin d'être meilleur. Et donc je pense que ça crée de la frustration, parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas, n'atteindront jamais ce meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'ils vont se perdre en fait. Et pas tout le monde a envie de réfléchir, et pas tout le monde peut réfléchir, et pas tout... on est tellement différents tous, et on est allé un peu trop loin, et on va parfois trop loin, parce que l'homme, il a des capacités inimaginables. Donc, cette intellectualisation, conscientisation de l'homme a un peu oublié qu'aussi on peut vivre dans la grande rue en Corrèze, planter son potager et être heureux et être un bon exemple de soi sans jamais devoir répondre à cette question. On est tellement différents. Ouais, je pense que c'est important de le rappeler, en effet. On a trop besoin de tous nous mettre dans un moule, alors qu'en fait, on est tous très différents. Et comme tu dis, je veux redevenir une personne à part entière. Il faut accepter ça. Il faut dire aux gens, il ne faut pas culpabiliser. Et avant de dire que tu votais Front National, je ne vote pas en France d'ailleurs, mais avant de dire que tu votais Front National, c'était une honte. Personne ne le disait, tout le monde chuchotait. Je sais pas. Mais aujourd'hui, la parole s'est libérée. Les gens, ils les disent. On ne veut pas. Pourquoi certains islamistes viennent ici nous tuer? Parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils disent, nous sommes des hommes qui ont violé, qui ont outré Mohamed et qui les ont agressés. Mais peut-être s'ils comprenaient que nous sommes tout simplement différents et qu'eux, ils sont simplement différents. Il faut simplifier un peu le discours pour dénouer toute cette situation et déculpabiliser les gens et dire, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison à aimer Mohamed, aimez-les chez vous, et nous aimons nos dieux chez nous. Pourquoi faut-il qu'on enlève les croix des places publiques françaises? Ça fait partie de la culture française. Pourquoi faut-il que eux, ils s'adaptent, les étrangers, par exemple nous, les Sud-Américains, pourquoi faut-il que nous, on s'adapte? Non, on n'a pas besoin de s'adapter. Si on ne peut pas s'adapter, on a le droit de rentrer chez nous. Et on rentre chez nous, et chez nous, on sera mieux, peut-être. Mais on ne peut pas dire, il faut qu'on soit tous égaux et qu'il faut qu'on soit tous au même niveau. C'est impossible. On est trop différents. Alors, justement, on parlait de la jeune génération, j'aimerais qu'on y revienne un tout petit peu. Qu'aimerais-tu transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour un meilleur demain? Une planète propre,
les bibliothèques et l'histoire, tout ce qu'ils ont déjà écrit, tout ce qui a été déjà écrit, ça, il faut leur transmettre pour qu'ils fassent avec. Et une écoute, une maison avec une écoute, un endroit où ils puissent venir se ressourcer, les câliner et après leur laisser. C'est eux qui font. Nous, moi, je ne vois pas qu'est-ce que nous... Il faut qu'on leur prépare un peu les terrains pour qu'ils puissent se développer. Moi, je ne vois pas d'autre. Bah c'est très bien déjà, c'est très très utile. Hein. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur? Ne pas être là demain. D'accord, intéressant. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui me rassure? Ce qui me rassure, c'est que l'intelligence de l'homme, l'intelligence de cette nouvelle génération, ça me rassure. Parce que je sais qu'ils vont construire quelque chose de bien. Je sais qu'à la fin, l'homme n'est pas méchant. Donc je sais qu'on va trouver une solution. Ça me rassure. L'intelligence des jeunes et de cette génération, ça me rassure. Qu'est-ce qui te fait douter? Que parfois des gens pas assez réfléchis ont trop de pouvoir. Qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de capacités de réflexion. Un Trump, un imbécile qui a eu le pouvoir. Ça me fait parfois douter. Un Erdogan, des gens peu intellectuels avec des pouvoirs. Ça me fait douter du résultat des choses qui vont venir. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir? Mes petits-enfants. C'est très bien, des petits projets qui sont tout à fait réalisables, c'est top. Si justement tu devais proposer une mesure au gouvernement pour qu'on aille vers une meilleure société, qu'est-ce que ce serait? Alors, une mesure, si c'est pas pour dire de faire un nouvel modèle économique, mais si je devais proposer quelque chose, je dirais que il faut... C'est compliqué à dire, mais il faut faire sortir les personnes du pays qui ne veulent pas être ici. Il faut avoir le courage de leur dire « rentrez chez vous ». S'ils ne sont pas heureux ici, il faut donner la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très important pour les pays aujourd'hui. Et si c'est pas mieux chez eux? S'ils sont en danger ou s'ils sont en insécurité eux-mêmes, pourquoi leur dire de repartir? Il faut qu'ils se débrouillent. Je suis désolée, mais la vie, c'est ça. Nous, on peut pas résoudre les problèmes de tout le monde, si déjà on n'arrive même pas à résoudre les nôtres. Donc il faut avoir le courage de dire aux gens, écoutez, toutes les personnes qui ne se sont pas bien chez nous, il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils construisent leur pays. Mais est-ce que tu penses est-ce que ta perception de dire ils ne se sentent pas bien n'est pas faussée? Ça se trouve, ils se sentent bien, c'est juste que toi, tu les sens pas. Si je parle des gens qui sont ici et qui critiquent les pays, parce que moi je suis étrangère, je ne critique pas ces pays. Je trouve que les gens qui sont ici, qui critiquent, qui trouvent les Français nuls, trop ouverts ou trop rétro, trop conservateurs, si tu critiques ces pays et si tu veux faire du mal à cette population et si tu trouves ça veut dire que tu te sens pas bien. Si tu te sens pas bien ici, tu rentres chez toi. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Il faut dire aux gens, écoutez, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils n'ont pas un travail, parce qu'ils n'ont pas la joie de partager les valeurs, je parle comme une Française, mais de partager les valeurs républicaines, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et il faut avoir le courage de faire sortir les gens. Parce que les Français commencent à se sentir en insécurité chez lui. Et ça, c'est pas juste. Quand je vois mon fils qui a 13 ans qui me dit « Maman, j'ai peur d'aller à l'école, même si on habite à 200 mètres, parce que j'ai peur qu'il va m'arriver quelque chose », ce n'est pas possible. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas notre culture. Donc ça, il faut... Sinon, le gouvernement va devenir populiste et d'extrême droite comme en Hongrie. Ça, c'est un conseil. Il faut... Et alors, justement, qu'est-ce que tu dirais on parle donc des étrangers qui critiquent la France, mais il y a quand même beaucoup de Français qui critiquent la France. Ils vont où, eux? Les Français qui critiquent la France, ils ont le droit de critiquer la France. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi. D'accord, ok, d'accord. Mais si t'es étranger, t'as pas le droit. Je suis désolée, mais si t'es pas content ici, je crois pas que si je suis en Iran et je m'impose en mini-jupe en plein place d'Iran en critiquant les régimes, je crois pas que je vais rester plus d'une demi-heure sur la place. Hein. Et non, vous avez le droit de faire et de défaire, c'est votre pays.
Si ça ne nous plaît pas, il faut qu'on parte. J'ai vécu en France depuis, je sais pas, 15 ans, je crois. Et je n'ai jamais bénéficié des allocations familiales parce que j'ai la chance de travailler. Et je trouve que c'est ma manière aussi de participer, de ne pas abuser du système. Je me suis intégrée complètement, je n'ai pas pris la nationalité, mais je me plie, je respecte les Français, je les adore, je trouve que c'est un peuple merveilleux. Moi, je trouve que les Français, c'est des contestataires, des intelligents, c'est des gens bienveillants, ils sont fins, ils sont élégants, ils sont gourmands, et j'adore les Français. Et il faut les respecter, il faut remercier à ces peuples de nous accepter ici. Et tu penses que ce problème d'insécurité, ce que je trouve intéressant, peu de gens en parlent, au moins tu as le mérite de le soulever, ce problème d'insécurité, il est propre à la France, selon toi ? Non, mais je peux parler de... Là, je dirais, par exemple, j'ai vécu en Venezuela, et le Venezuela est issu d'une tribu, d'une race d'Indiens qui étaient des Indiens des Varaos, qui étaient des Indiens très très agressifs, qui dans leur gène, dans leur espèce depuis toujours, ils ont tué beaucoup de gens. Ils étaient un peu différents que les Indiens colombiens, par exemple, qui étaient beaucoup plus pacifiques, ou que les Indiens du Machu Picchu, d'Équateur, etc. Au Venezuela, il règne une insécurité naturelle parce que les Vénézuéliens, si ils veulent te perdre des baskets, ils vont te tuer pour l'avoir. C'est dans leur gène, cette insécurité, cette agressivité. Elle est innée. J'ai vécu en République tchèque. Les Tchèques sont les gens les plus safe du monde. Là, c'est plat, c'est hyper safe, les gens sont hyper pacifiques. C'est pas dans leur gène, c'est un peuple tranquille. Les Allemands, ils sont pas tellement agressifs, mais ils ont aussi une domination, une envie de... Donc tu vois, mais en Allemagne, quand il y a l'insécurité, elle est très vite réprimée. Raus, tu te tiens pas, hop, et on te met dehors. Alors pour venir à la France c'est un pays, les Français ne sont pas agressifs dans leur gène. Les Français sont plutôt pacifiques. Les gilets jaunes, vos gilets jaunes, il y en avait des gilets jaunes qui ont protesté, puisque vous êtes des protestateurs, vous êtes des contestataires, vous êtes des révolutionnaires. Mais ça s'est maintenu en marche. Mais il y avait un groupe, je parle des étrangers, parce que je pense qu'en étant étranger, je peux le dire, il y avait un groupe des casseurs, il y avait un groupe des destructeurs, qui n'étaient pas là pour manifester pour des gilets jaunes, qui étaient là pour détruire les symboles qui étaient... Et ça... Je suis désolée, avec ça, je dis, ce n'est pas des Français qui faisaient ça. Donc je trouve que les Français, ce n'est pas un peuple l'insécurité, il n'y a pas de lieu à être senti en France. En France, c'est un pays pacifique, c'est un pays des contestateurs, des râleurs, des gens qui sont jamais contents, qui sont tout et jamais bon, mais c'est un pays pacifique, c'est un pays réfléchi, c'est des gens bien. Et donc il n'y a pas de lieu à avoir d'insécurité en France, possiblement, ça c'est mon avis. J'aime beaucoup. Allez, un sujet un peu plus léger, mais que j'aime beaucoup. Que t'évoque le titre du podcast « Les pieds dans demain » ? Ah, j'adore. Je suis sûre que je ne l'ai pas payé. J'adore. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque, réfléchissons comment ça va être demain, ça m'évoque les demain. Je trouve ça... Parlons. Oui, des demain, je trouve ça cool. Merci, Cécile. Est-ce qu'il y a justement une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne tous les jours et te permet de garder le cap ? La vie est belle. Bah, très bien. C'est facile, c'est simple, c'est efficace, on aime beaucoup. Alors justement, maintenant, si on se projette un peu plus, si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Je suis contente de te voir. J'adore Cécilia, je vous jure, elle me met les larmes aux yeux. Et moi alors, justement, Cécilia, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Être là longtemps pour mes enfants et mourir avant eux. Merci beaucoup Cécilia. T'en prie. Une fois n'est pas coutume, je vous propose une conclusion d'épisode un peu différente des précédentes. Une conclusion qui me permet de faire le bilan, calmement, de tout ce temps déjà passé ensemble. J'espère que vous avez réussi à profiter de votre fin d'année et que vous êtes prêts à mettre les pieds dans 2021. Pour ma part, malgré cet avenir si incertain, je vous souhaite de parvenir à danser entre les gouttes, afin de faire en sorte que chaque moment compte. Faire de son mieux pour vivre et pas juste survivre.
Je saisis l'opportunité de cette nouvelle année pour vous souhaiter plein d'envie, de projets et d'enthousiasme. De mon côté, je tiens à remercier tous les invités qui m'ont donné de leur temps pour réfléchir à demain et m'ont partagé un peu de leur sagesse. À commencer par Esther, Florence, Marion, Édouard, Charlotte, Maria, Julie, François, Zaza, Estelle, Victoire, Mathieu, Christiane, Géraldine, Alix, Samuel et enfin Cécilia. Je suis extrêmement fière de tout ce chemin parcouru et des personnes fantastiques que j'ai pu croiser. Je considère ces moments comme des capsules temporelles privilégiées et je suis toujours touchée par vos retours si bienveillants. Spéciale dédicace. Un grand merci à Esther du podcast et en même temps Fuck, qui sait que sans elle, je n'en serais pas là où j'en suis avec ce projet. Merci pour son aide aussi indéfectible, allez là, 4 syllabes, que précieuse et ses conseils toujours avisés. Apprendre, apprendre et toujours apprendre. Voilà une philosophie de vie qui lui colle à la peau et que je compte garder en tête pour façonner mon demain. Merci aussi à Camille, qui a su donner vie à mon projet en l'illustrant avec sa patte et sa sensibilité. Merci à Karl, mon monteur son, toujours aussi impliqué et public de la première heure. Je tiens maintenant à terminer cet épisode avec cette phrase que Christelle m'a partagée et qui m'a beaucoup plu. À la place d'utiliser nos mains pour faire des cœurs, on ferait mieux d'utiliser notre cœur pour faire demain. Allez, à dans 2 semaines, et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.